Tout d'abord, pour représenter la tutelle, le ministère de l'Éducation nationale, Hayan Saïd, directeur provincial du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Bonsoir Hayan Saïd. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Bienvenue à vous sur ce plateau. Et très bien. Alors, on parle bien sûr de cette période très particulière parce qu'on sort de quand même 2 années où l'enseignement a été durement touché, notamment à cause de la Covid-19. Il y a aussi la cherté de la vie. Un commentaire sur cela et comment vous, en tant que tutelle, répondez-vous concrètement à ce contexte assez particulier dans lequel se passe cette rentrée 2022-2023 ? Justement, madame, donc, le contexte est assez particulier, c'est l'après-pandémie, et justement parce que quand même les chiffres sont en baisse, donc il est temps, je pense, et c'est une priorité, et M. le ministre l'avait bien martelé hier, c'est qu'il est temps de rattraper le retard accusé de ces 2 ans et demi de pandémie qui a affecté négativement la qualité des niveaux d'apprentissage, surtout en matière de temps scolaire, parce qu'on a travaillé selon des groupes, on a travaillé en alternance. Évidemment, ça a influé sur cette qualité des apprentissages. Et le deuxième élément à souligner aussi que ça coïncide avec la mise en œuvre des principes de la feuille de route 2022-2026, qui justement qui a été soumise à un débat national, vous l'avez bien dit au début de l'émission, avec 100 000 consultations, tous les Donc on peut déjà ressentir ou voir la mise en œuvre de quelques-unes de ces conclusions, des consultations pendant cette rentrée. Justement, donc on va en parler peut-être au cours de cette émission, c'est que on va mettre en valeur justement toutes les décisions qui ont été prises pour rattraper ce retard et aller vers l'amélioration des niveaux d'apprentissage et aller vers cette école de qualité pour tous. Il y a énormément de décisions qui ont été prises et de mesures qu'on va discuter durant cette émission. Alors, en parlant de mesures, est-ce que, parce qu'il y a l'après-Covid, il y a aussi l'inflation, on a un prix de cahier qui a grimpé de quelques 80%, plus de 80%. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont pour une égalité, justement, pour tous, déjà l'accès aux fournitures scolaires? Non, mais les prix n'ont pas changé, n'ont pas été affectés pour le public parce que, quand même, il y a le 1 million de cartables, donc on va en parler, qui atteint les 500 millions de dirhams pour à peu près 4 700 000 élèves qui ont bénéficié de cette initiative royale, 1 million de cartables. Et puis, il y avait un soutien aussi, un appui officiel qui fait que les prix des manuels n'ont pas changé. Il est important aussi de parler des professeurs. Est-ce qu'ils sont outillés pour digitaliser cet enseignement? Mais avant, cette question de Covid a aussi démontré qu'on a quelques lacunes. En l'occurrence, il y a certaines régions qui ne sont pas desservies par le réseau télécom ou qui ont du mal à avoir accès même à ces tablettes dont vous parliez tout à l'heure. Et puis, c'est tout un budget. Mais quand même, je pense qu'il faut voir la moitié pleine aussi du verre. Parce je pense que l'après-Covid, on est plus fort. Comment ? En matière de ressources numériques, on est plus fort aujourd'hui. Énormément, presque tous les enseignants aujourd'hui, ils maîtrisent plus ou moins l'utilisation de toutes ces ressources. On a 13 000 ou 14 000 ressources. Donc on a produit en 2 ans et demi plus que ce qu'on a produit depuis 1999, depuis la CNEF. Je pense que quand même, nos enseignants aujourd'hui, ils sont plus outillés. Et même ces 250 là, parce qu'à Salé, on a 6 établissements où les élèves travaillent effectivement sans cahier, où ils travaillent avec des tablettes et où l'enseignant travaille avec des TBI aussi. Elle est en phase d'expérimentation et ça va être généralisé très bientôt. Donc, je pense que il faut voir que... niveau scolaire tous les niveaux scolaires et tous cycles confondus. Le primaire, le collégial, notamment le primaire et le collégial. Il y a 2 points qui sont importants. Là, vous parlez de 2015-2030 comme un retard. Nous, on le voit, c'est pour la première fois depuis 2017 qu'on a la loi cadre 51-17 et qui inscrit la réforme dans une temporalité plus longue. Ça, c'est un avantage. Le nouveau modèle de développement, il a ajouté 5 ans jusqu'à 35. Il a fallu attendre le texte pour qu'il soit voté au Parlement, mais au niveau du terrain, la mise en œuvre a commencé juste après
2015. Mais s'il y a un texte, il n'y a pas les décrets d'application. Voilà. Déjà, quand on parle de cette fameuse loi, à fait. qu'en est-il de son application? Qu'en est-il des décrets de l'application de cette loi? Là, aujourd'hui, le système est géré par 18 projets. Et ces 18 projets, c'est l'opérationnalisation et l'implémentation des préceptes et des clauses de la vision et de la loi cadre. Le deuxième élément, je voulais juste réagir sur l'école digitale, parce qu'il y a l'expérimentation de l'école digitale, mais il y a aujourd'hui, nous avons tous les lycées presque, je dis presque, qui sont équipés en salle de génie. Nous sommes à la 3e et 4e génération de génie. Mais je parle d'un passé. Il faut être dans le passif et dans une logique de construction. Vous parlez de 2001, 2002, 2003, nous sommes en 2022. Il y a quand même un effort extraordinaire qui a été fait, qui a été fourni, qui a été déployé. Est-ce qu'on a abandonné cette vision en cours de route, alors qu'elle vient à peine de démarrer? Non, pas du tout. Il n'y a pas de rupture. D'ailleurs, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. D'ailleurs, dire que nous sommes en retard au niveau de l'implémentation de la vision stratégique, parce que vous parlez, si vous dites que le taux de réalisation n'atteint pas 53%, nous sommes en 2022. Donc là, il nous reste encore 8 ans. D'où la feuille de route, c'est pour accélérer ce processus d'implémentation. Donc s'il nous reste 8 ans, alors ça veut dire que juste au niveau des chiffres, là, on peut atteindre les 50%. Et déjà, cette feuille de route-là, vous dites qu'elle s'inscrit et dans les recommandations du nouveau modèle de développement et d'ailleurs dans les références de la feuille de route. Oui. Puisqu'on a le programme gouvernemental 2022-2026. Donc, c'est une phase où on priorise ces 3 piliers sur lesquels dont vous avez parlé. Donc, nous avons le gouvernement gouvernemental de 2022-2026, nous avons la vision stratégique et nous avons la loi 451-17. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture, c'est une vision stratégique pour accélérer cette implémentation en se basant, en priorisant les 3 piliers. L'élève, on peut développer par la suite comment l'école et l'enseignant. Vous avez parlé de ressources humaines parce que là aujourd'hui il y a une stratégie nationale pour la formation continue. Il y a un retour vers repenser la formation initiale. Aujourd'hui on priorise la licence en sciences d'éducation pour accéder au secteur dans le dessein justement d'aller vers cette qualité de l'enseignant et de doter l'enseignant. Il y a, ce qu'a dit aussi M. le ministre, il y a aussi le dialogue social avec les syndicats les plus représentatifs du secteur, justement pour un statut unifié, pour avoir justement ces ressources humaines engagées, motivées et dévouées pour faire un métier combien il est noble. Oui. Et sinon, une école même homologuée ou une école sans mission. Oublier quand même que changement énorme au niveau des écoles publiques. Quand même, il y a une amélioration. C'est très bien. Je reviens au partenariat public-privé. Cette diminution, ces 7% là de diminution, ça veut dire qu'il y a énormément d'efforts qui ont été fournis au niveau de l'école publique. Vous dites en fait qu'on va commencer à déserter l'école privée pour aller dans le public. Bon, pourquoi pas? Vos enfants, ils sont où? On le souhaite. Vos enfants, ils sont où? Parce qu'on est des contribuables, on paye des taxes, on veut ça. Dans une école privée ou publique? Les deux. Moi, j'ai des enfants à l'école publique, des enfants à l'école privée. Ok. Donc... Peut-être réagir la tutelle, si vous le permettez, professeur Gdila. Oui, allez-y, c'est avec plaisir. Oui, Hayan Saïd, allez-y, répondez. Je n'ai pas posé de questions. Je voulais juste réagir donc, aux interventions des collègues. Justement, là, M. Mkhloufi, vous parlez de cette complémentarité. On y adhère, cette complémentarité public-privé. Donc, on est pour. Et d'ailleurs, l'école, c'est vrai que l'école... Il ne parlait pas de complémentarité, hein. Non. Il parlait vraiment pour qu'on passe vers un modèle de partenariat. Que l'État paye le privé pour éduquer les élèves marocains. Parce que la moyenne de l'anglais, du français, de l'espagnol aussi. S'il y a un avantage de l'école marocaine, c'est cette diversité. Combien elle est concluante. En l'occurrence, le fameux bac international. C'est ouvert en anglais, en français et en espagnol aussi. Il y a des écoles qui ont le bac international option. Mais l'offre, elle est là. Combien? Oui. Le nombre d'écoles marocaines publiques qui enseignent le bac international option anglaise. Mais l'offre, elle est là. Est-ce qu'on la demande? Juste combien? L'offre, elle est là. Moi, je suis pour que le privé s'implique et qu'on mette un vrai partenariat public-privé. Très bien. Okay. Justement, on peut passer à l'autre point peut-être. Oui, allez. Rapidement, madame. Là, parce que on brosse vraiment un portrait très négatif de l'école marocaine, comme s'il y a rien.
qui a été fait pendant au moins ces dernières années. Non, c'est pas ça. Ça veut dire, c'est vrai, non, nous, on n'a pas dit que tout est parfait. Il n'y a pas que négatif ou positif. On n'a pas dit que tout est parfait. Mais c'est de la critique constructive. Oui. Nous ne sommes pas là pour critiquer, mais nous sommes là aussi pour mettre à plat les choses et en parler et peut-être trouver des solutions. Mais quand même, il y a un effort monumental qui a été fait. Les structures d'accueil, regardez nos établissements, ils sont de plus en plus attrayants. On le laisse répondre, s'il vous plaît. La réforme, elle est là pour répondre justement à ces insuffisances, à ces lacunes. Est-ce que le problème des RH, le problème des structures d'accueil, le problème de la formation continue, le problème de la formation initiale, est-ce que la feuille de route ne répond pas à ces exigences ? Je disais dans mon introduction, messieurs, qu'en attendant des mesures concrètes, nous allons discuter des choses qui sont déjà opérationnelles cette rentrée 2022-2023. En attendant, l'annonce, bien sûr, qu'on attend. Le 15 septembre, c'est la rentrée scolaire. Le 15 septembre, c'est encore la rentrée scolaire. Parce que la restitution va commencer d'ici quelques jours. Donc, on a annoncé le mi-septembre, donc c'est le 15. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Il n'y a pas de problème. La réalité de nos écoles. Il y a un élément qui a été tout à l'heure sur l'écart entre la vision stratégique et le nouveau modèle. Oui. C'est écrit noir sur blanc que c'est en synergie avec les clauses de la vision stratégique et de la loi cadre. C'est écrit sur le quatrième pilier du nouveau modèle. Donc ça veut dire il n'y a pas de rupture. Là, c'est vrai, il y a des insuffisances, il y a des irrégularités, on en est conscient, mais la réforme, elle est là pour y répondre. Et moi, j'adhère à la logique de ces Moussa. On a parlé de l'enseignant. Qu'est-ce qui est prévu pour cette rentrée ? Maintenant, aujourd'hui, concrètement, pour la rentrée 2022-2023, pour l'enseignant, pour le corps éducatif. Là, je ne sais pas, peut-être l'angle d'attaque il est un peu différent parce que la rentrée c'est pas le 5, c'est pas le 6, donc la rentrée donc il est prend dans le temps. Ce que je veux dire, allez, si vous préférez, à court terme pour l'enseignant. À court terme. Déjà pour les contractuels. Bon, là on a annoncé que après les 17 rencontres de négociation avec les syndicats, donc il y a d'abord le dialogue social qui continue très prochainement et on va aller vers ce fameux statut unifié qui va résoudre ce problème au niveau du corps enseignant et qui, à mon sens, il va répondre à ces problèmes pour justement aller vers un enseignant engagé et un enseignant motivé pour faire son métier. Deuxièmement, c'est que ça, on l'a commencé, ça fait quand même 2 ans ou plus, la formation continue des enseignants. Et on le voit d'ailleurs, la stratégie nationale de la formation continue. Là, ce sont les CRMF qui sont en charge, bien sûr, en partenariat avec les AREF et les DP au niveau provincial et au niveau préfectoral. Donc, ça a commencé, cette formation, sur tous les plans. Troisièmement, c'est que il y a ces nouveautés-là au niveau curriculaire, c'est-à-dire au niveau des contenus pédagogiques, parce que quand même, s'il y a quelque chose à travailler, Monsieur le ministre l'avait dit d'une façon ou d'une autre, c'est que chercher effectivement l'impact direct, notable sur l'élève directement. Sur les établissements d'enseignement, il nous reste 2 minutes, messieurs. Le retard dans la réhabilitation des établissements d'enseignement, pourquoi et comment y remédier ? La feuille de route, est-ce qu'elle s'attelle à cela ? Oui, bien sûr. Parce que le troisième pilier, c'est avoir un établissement plus attrayant, les conditions d'accueil qu'ils soient plus favorables pour les élèves et pour les parents aussi, pour le corps enseignant. Et je pense que même avec le projet Aourache, je pense que ça a résolu quand même une grande partie en la matière. Je pense qu'aujourd'hui, je viens de Salé, nous avons 150 établissements qui ont été renouvelés. Nous avons énormément de créations, des extensions. Et je pense que nos écoles aujourd'hui, publiques et privées aussi, et je parle du public, sont, je pense, pas toutes les écoles, évidemment, mais les efforts sont encore, on fournit plus d'efforts et plus de moyens pour justement avoir cet établissement attrayant dont parle et la vision stratégique et la loi cadre. Et la loi cadre, et le nouveau modèle de développement. Et le nouveau modèle de développement, effectivement. Malheureusement, nous ne pouvons pas continuer le débat parce que le temps
de cette émission est désormais terminée. Merci beaucoup, Nasser Naji, président de l'Association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Merci d'avoir participé à cette émission. Hayyan Saïd, directeur provincial du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports à Salé. Merci aussi d'avoir répondu à bâton rompu, et vous en avez eu des questions de ma part et de la part des autres intervenants. Merci en tout cas d'y avoir répondu aussi. Merci.